Il a grandi au Brésil dans une famille fortunée. En 10 ans, il a participé à 61 Grands Prix. Il était incroyablement rapide. C'était un pilote doué et robuste. Il a été 65 fois en pole position et a décroché 41 victoires. C'était un pilote incroyablement déterminé et talentueux. Un pilote extraordinaire et une personne extraordinaire. Charismatique, indépendant et passionné, cet homme a été une idole pour des millions de fans de Formule 1. Senna avait un don. C'était un des meilleurs pilotes de son époque. Avec sa concentration infaillible et son audace, Senna a réalisé des performances incroyables. Il a dominé les championnats les uns après les autres, jusqu'à devenir le pilote le plus jeune à avoir remporté 3 titres mondiaux. Nombre de ses fans et collègues se souviennent de lui comme l'un des plus grands champions de Formule 1 de tous les temps. Il s'est toujours donné à fond pour l'équipe et nous lui avons rendu. Il adorait la course automobile et il a partagé sa passion avec chacun d'entre nous ici même à Didcot. Ayrton Senna a grandi à Sao Paulo au Brésil. À l'école, il est excellent en sport, en art et en chimie, mais trouve les mathématiques, la physique et l'anglais un peu trop difficiles. Fils d'un propriétaire terrien brésilien fortuné, son intérêt pour les courses automobiles commence très tôt. Il dispute sa première compétition de karting à l'âge de 13 ans. En 77, il devient champion d'Amérique du Sud de karting. Après ça, il participe plusieurs fois au championnat du monde de karting et décroche la seconde place en 79 et en 80. En 1981, il s'installe en Angleterre avec sa femme Liliane et commence à faire des courses de monoplace en Europe. Il remporte le championnat de Grande-Bretagne de Formule Ford 1600. Peu après, en 1982, il devient champion de Formule Ford 2000 européenne et britannique. Personnellement, j'ai toujours admiré les pilotes de course qui sont francs dans leur approche et qui se donnent à 100% quand ils sont dans une voiture de course. Nous avons eu de la chance parce que nous avons eu plusieurs pilotes comme ça. Avec quelques victoires convaincantes en Formule 3 à son actif, Ayrton Senna attire l'attention d'écuries de Formule 1 comme Williams, McLaren, Brabham et Toleman qui lui font tous passer des tests. Son compatriote Nelson Piquet s'oppose à son intégration à l'équipe Brabham et seule l'équipe Toleman lui offre un volant, ce qui le pousse à rejoindre cette écurie émergente. L'écurie Toleman a été fondée dans les années 70 par Ted Toleman, un homme d'affaires passionné de sport automobile. En intégrant Senna à son équipe, la feuille de résultats de Toleman enregistre ses plus grandes réussites. Bien que Lotus ait obtenu les 2 meilleurs temps de préqualification, après 5 jours épuisants dans la chaleur étouffante de Rio de Janeiro, c'est Ayrton Senna, le Brésilien, qui attire le plus les regards en réalisant des performances impressionnantes pour un nouveau venu de la Formule 1 et en terminant 7e au classement au volant de sa Toleman Hart. Dans la deuxième course de la saison, le Grand Prix d'Afrique du Sud, Senna inscrit son premier point au classement mondial de Formule 1 en franchissant la ligne d'arrivée en 6e position. Quelques semaines plus tard, sa prestation au Grand Prix de Monaco de 1984 attire encore plus d'attention sur lui. Pourtant 13e sur la grille de départ, il remonte rapidement en se frayant un chemin sous la pluie battante dans les rues de Monaco. Au 19e tour de piste, il a déjà dépassé Niki Lauda pour se placer en seconde position et commence à rattraper le leader de la course, Alain Prost. À la grande déception du public, qui commence à sentir qu'il va manquer un superbe duel, la course est interrompue au tour 31 pour des raisons de sécurité. Cette année-là, Senna monte sur les 2 autres podiums, cette fois en 3e position au Grand Prix de Grande-Bretagne et du Portugal. Avant que le Grand Prix d'Italie ne commence, Senna prend la décision de rejoindre une équipe plus compétitive et signe avec Lotus pour la saison de 1985. Il est toujours lié légalement à Toleman, qui le suspend du Grand Prix d'Italie et le remplace par Stefan Johansson. Grâce au conseil et à l'enthousiasme de Colin Chapman, les voitures de course Lotus se sont frayées un chemin jusqu'au Formule 1 dans les années 50.
Dans les années 60, la Lotus de Chapman a révolutionné le monde du premier sport automobile, la Formule 1. Les petits véhicules légers au moteur arrière qu'ils construisent ont beaucoup de pertes de puissance, mais leur grande maniabilité permet à leurs voitures de compétition de battre les Ferrari et autres Maserati toutes puissantes avec leur moteur à l'avant. Au début, ils avaient Jimmy Clark, et c'était déjà un des meilleurs. Alors quand Colin Chapman l'a rejoint, ils ont formé une équipe formidable. Ils sont allés à Indianapolis, et ils ont gagné les championnats du monde, et Dieu sait quoi d'autre. Et bien sûr, rien n'aurait été possible sans les pilotes qui faisaient un travail extraordinaire. Après quelque temps, l'équipe Lotus donne l'impression qu'elle peut gagner autant de courses qu'elle veut. C'est sans doute cette réputation qui attire Ayrton Senna chez Lotus à la fin de l'année 1984. Pendant les pré-qualifications à Imola, pour la première épreuve à Rio, Senna est sur la piste aux côtés de son coéquipier italien Elio De Angelis. Ils montrent tous les deux ce dont la nouvelle Lotus 97T est capable. La 97T a été conçue par un ingénieur français, Gérard Ducarouge, pour la saison de Formule 1 de 1985. Elle est propulsée par un moteur turbo Renault de 1500 cm3. Bien que son design soit plus simple, la 97T se montre robuste et puissante et possède des éléments innovants de design Lotus qui sont une forme élémentaire d'aérodynamisme. Même si pendant la première course, tous les yeux sont rivés sur les nouvelles voitures rouges et blanches de l'écurie McLaren, pilotées par le champion du monde en titre Niki Lauda et Alain Prost, Senna a toutes ses chances dans cette première course pour Lotus. Malgré sa toute première qualification en pole position, la première course de la saison se termine par une déception quand un problème électrique oblige le Brésilien à se retirer. Pour ne pas prendre de retard, Senna triomphe à la seconde épreuve au Portugal où il décroche sa première victoire en Grand Prix. Après être parti en pole position sous des trompes d'eau, il bénéficie d'un avantage inattendu quand Prost, alors en seconde position, fait un tête-à-queue. Senna remporte une deuxième victoire sous la pluie au Grand Prix de Belgique et termine 4e du championnat du monde pour sa première année chez Lotus avec un total de 38 points, 2 victoires, 2 secondes places et 2 troisièmes places malgré une année marquée par un manque de fiabilité mécanique et de nombreux retraits. En 85, l'ambiance de travail entre Senna et De Angelis est de plus en plus tendue. Les deux pilotes veulent être considérés comme les meilleurs de l'écurie. C'est probablement pour cette raison que Lotus cherche de nouveaux pilotes. Lors des nouvelles sessions de tests qui ont lieu dans la chaleur et la poussière de Rio de Janeiro, c'est sans surprise Ayrton Senna, l'enfant du pays, qui est le plus rapide. Au volant de sa nouvelle Lotus Renault 98T, Senna détient le record non officiel du circuit, avec un temps incroyable d'1 minute et 26,9 secondes au Tour en fin de semaine, quand les temps deviennent de plus en plus rapides. Renault dévoile sa nouvelle technologie moteur, qui représente selon eux la plus grande avancée technologique en 30 ans. Les changements se concentrent autour d'un nouveau concept de soupape, qui permet au moteur d'augmenter ses tours par minute. La nouvelle Lotus se révèle bien plus fiable que ses prédécesseurs. Et la saison 86 commence bien pour Senna, qui termine 2e derrière Piquet dans leur pays d'origine, au Brésil. Il prend ensuite la tête du championnat du monde pour la première fois de sa carrière, après avoir gagné le Grand Prix d'Espagne à Jerez, dans lequel il bat la Williams Honda de Mansell de 0,014 secondes. C'est un des résultats les plus serrés de l'histoire de la Formule 1. Mais l'avance de Senna ne dure pas longtemps. Il est obligé de se retirer plusieurs fois à cause de problèmes mécaniques. La course au titre devient un combat acharné entre la McLaren Tag de Prost et le duo de chez Williams Honda, Piquet et Mansell. Senna remporte sa 2e victoire de l'année au Grand Prix des États-Unis à Détroit et termine la saison une nouvelle fois en 4e position avec 55 points, 8 pole positions et 6 podiums. Au début de l'année 87, il est clair que Senna et Lotus comptent remporter les prochains championnats du monde. Maintenant que Williams et Renault ont décidé de se retirer du sport, Lotus possède les puissants moteurs Honda. En intégrant un nouveau pilote, Satoru Nakajima, Lotus a constitué une équipe compétente avec de l'expérience en technique. Le changement de moteur est une condition imposée à Lotus par le champion brésilien pour qu'il reste dans l'équipe.
Après un départ assez lent, Senna gagne 2 courses à la suite. Le prestigieux Grand Prix de Monaco, qui sera la première d'une série de 6 victoires, qui constituera un nouveau record pour la principauté, ainsi que le Grand Prix des États-Unis à Détroit, pour la 2e année consécutive, se plaçant ainsi encore une fois en tête du championnat du monde. Après un dérapage dû à un embrayage défectueux pendant le Grand Prix du Mexique, 3 circuits avant la fin, Senna n'est plus dans la compétition. Il ne reste que Piquet et Mansell pour se disputer le titre dans les 2 dernières courses. Mansell se blesse au dos dans un grave accident alors qu'il s'entraîne pour le Grand Prix du Japon à Suzuka en 1987. Il ne peut disputer les 2 dernières courses et le titre de champion du monde revient à Piquet. Pour Senna, ça veut dire qu'il a encore une chance de terminer second au classement général s'il finit au moins 3e dans les 2 dernières courses au Japon et en Australie. Il termine second dans les 2 Grands Prix. Mais lors de celui d'Australie, les inspections d'après-course révèlent que les freins de sa Lotus Honda ne sont pas conformes. Et il est disqualifié. C'est une fin amère pour sa plus belle saison chez Lotus. Après sa disqualification, il se classe 3e au classement général avec 57 points, 1 pole position et 6 podiums, dont 4 secondes positions et 2 troisièmes positions. Cette saison marque un tournant dans la carrière de Senna. Pendant l'année passée, il a tissé des liens étroits avec Honda. Une relation qui va lui rapporter gros, puisqu'Ayrton s'apprête alors à rejoindre McLaren, qui a réussi à obtenir les moteurs turbo V8 de Honda pour 1988. Honda, pour moi, c'est un grand nom. Pour mon ami Ayrton Senna, c'était ce qu'il se faisait de mieux. Il me parlait très souvent de Honda. En 88, grâce à la relation qu'il a construite avec Honda pendant sa saison de 1987 chez Lotus et avec l'accord du pilote numéro 1 de chez McLaren, 2 fois champion du monde, Alain Prost, Senna rejoint l'équipe. Les bases de la compétition acharnée entre Senna et Prost sont posées. Cette rivalité entraînera de nombreux accidents entre les 2 pilotes. Bruce McLaren a fait ses armes chez Cooper. En suivant l'exemple de Jack Brabham, McLaren a lancé son équipe en construisant ses propres voitures avant de recruter ses pilotes de Grand Prix. Cette usine décrépite située à Woking a vu naître ce qui est aujourd'hui devenu l'incroyable empire de McLaren. L'industrie de la course en Angleterre a progressé dans les années 60 pour plusieurs raisons. D'abord, la prolifération des équipes au Royaume-Uni et l'afflux de pilotes et de mécaniciens du Commonwealth prêts à travailler à toute heure du jour et de la nuit. Ensuite, l'industrie de l'aérospatiale a reculé et de nombreux designers et ingénieurs talentueux sont arrivés sur le marché et ont été attirés par l'automobile. Après avoir perdu 2 titres de constructeur contre Williams en 1986 et 87, McLaren parvient à convaincre Honda d'interrompre sa collaboration avec Williams à partir de 1988. La McLaren Honda MP4-4 fait un score incroyable de 15 courses sur 16 cette année-là, en menant tous les tours à l'exception de 27, record qui n'a toujours pas été battu à ce jour. Au Grand Prix du Portugal de 88, Prost prend un peu d'avance sur Senna au début de la course, mais le Brésilien plonge à la première occasion et le dépasse. Prost réplique et rattrape Senna à la fin du premier tour. Senna vire pour bloquer Prost et force presque le Français à foncer dans le muret à 290 km/h. Prost garde le pied au plancher et bloque Senna dans un virage avant de le dépasser à toute vitesse. Même si la manœuvre de Senna a énervé Prost, le Brésilien s'en sort avec un avertissement de la FIA. À eux deux, ils remportent 15 des 16 courses au volant de la McLaren MP4-4 en 1988. Senna décroche le titre de champion du monde de Formule 1 pour la toute première fois. Pour le nouveau champion du monde et McLaren, 1989 est la première année depuis 1977 pendant laquelle les moteurs atmosphériques deviennent obligatoires après l'interdiction des moteurs turbo-compressés en 1988. Honda a construit un moteur V10 de 3,5 litres, développé pendant les 6 derniers mois de l'année 1988. Quand la MP4-4 est dévoilée pour les tests,
on la découvre rapide et fiable. C'est la voiture à battre pour cette nouvelle saison. Elle permet à McLaren de décrocher 10 victoires pendant la saison, avec un total de 6 pour Ayrton Senna et 4 pour Prost. À ce moment-là, la relation entre les deux hommes est à un stade critique. Leur rivalité permet au développement de la voiture d'aller bien plus vite que celle des autres équipes parce qu'ils essaient toujours de se dépasser. Même si Senna remporte plus de victoires, il a aussi plus de pénalités, bien plus que Prost, majoritairement dues à des problèmes moteurs quand il est en tête, ce qui lui coûte des points vitaux. Toutefois, le total des points de Senna et de Prost permet à McLaren de remporter haut la main un deuxième prix constructeur. La rivalité entre Senna et Prost s'intensifie et provoque des affrontements sur le circuit ainsi qu'une véritable guerre psychologique. En octobre 1989, Alain Prost est sacré champion du monde de Formule 1 après la disqualification d'Ayrton Senna au Grand Prix du Japon. À Suzuka, une course qu'il doit gagner s'il veut encore avoir une chance de remporter le titre mondial, Senna est impliqué dans un accident avec le leader de la course, Prost. Senna tente d'attaquer Prost à l'intérieur et celui-ci tourne au virage pour lui couper la route. Les deux McLaren bloquent leurs roues et finissent tous les deux sur la voie d'évacuation de Suzuka. Senna est condamné à une amende de 100 000 $ et à 6 mois de suspension de sa super licence pour cause de conduite dangereuse. Ces sévères pénalités sont annoncées lors d'une conférence de presse tenue par le directeur de la Fédération internationale automobile, Jacques Sarru. Jean-Marie Balestre, président de la Fédération internationale de sport automobile qui contrôle les circuits de Formule 1, fait la même déclaration lors d'une conférence de presse. Le Brésilien a reçu ces sévères pénalités pour cause de conduite dangereuse. Balestre tient également des propos assez durs à l'encontre de Ron Dennis, le dirigeant de McLaren qui organisait une conférence de presse à Londres pour révéler un rapport de la FISA qui a été présenté devant le tribunal d'appel et qui réclame de plus lourdes peines pour Senna. Il accuse Dennis d'avoir essayé d'influencer l'appel en menaçant de présenter l'affaire devant un tribunal civil français si la disqualification de Senna était confirmée. Il déclare que McLaren risque d'être exclu des championnats du monde s'il décide de faire suite. En Australie, pendant la dernière étape de la course, Alain Prost attaque publiquement Senna en déclarant que le Brésilien représente un danger pour les autres pilotes parce que sa foi en Dieu lui donne l'impression qu'il est indestructible. Senna ne prend pas la critique à la légère et fait le serment de continuer la lutte lors d'une interview télévisée. C'est une question de justice, dit-il. Ce qui s'est passé à Suzuka et maintenant à Paris est complètement injuste. C'est une situation parfaitement inacceptable. Quelques semaines plus tard, Alain Prost effectue les premiers tests sur sa nouvelle Ferrari sur le circuit de son équipe à Fiorano, en Italie. McLaren a accepté le départ anticipé de Prost plutôt que de le forcer à honorer son contrat pour le reste de l'année. En 90 et 91, Senna, maintenant aux côtés de Gerhard Berger pour McLaren, remporte de nombreux titres contre Prost et Nigel Mansell. La perte des puissants moteurs Honda et l'ascension de Renault causeront par la suite le déclin de McLaren. En juin, les grands constructeurs de Formule 1 testent un nouveau moteur V12 sur la piste de Silverstone, au Royaume-Uni. McLaren espère que ce moteur lui donnera l'avantage sur les circuits de Formule 1. La même année, après un accrochage controversé entre Prost et Mansell dans le premier virage de Suzuka, les deux pilotes sont exclus de la course. En conséquence, Senna remporte le championnat du monde de 1990. Le nouveau champion du monde sait que la saison de Formule 1, 91, sera probablement une des plus difficiles de sa carrière et il est tendu. Dès la première session de test au Portugal, Senna critique les ingénieurs de chez Honda qui sont en train de développer leur nouveau moteur V12 pour son équipe à cause d'un retard sur le planning. Il revient sur ces mots plus tard en faisant des déclarations apaisantes à propos de McLaren et Honda. Mais l'idée reste et établit un certain standard qui témoigne du sens des principes dont Senna fait preuve dans sa quête pour la gloire sur les circuits automobiles. Les chances pour Senna de décrocher facilement son 3e titre mondial s'effacent quand McLaren et Honda ne parviennent pas à satisfaire les exigences techniques du pilote, quand les équipes concurrentes connaissent des rapides améliorations et quand le système de score du championnat change lui aussi. À la mi-saison, même si Senna a déjà 4 victoires à son actif, il trouve que sa McLaren ne fait pas le poids à côté de l'équipe Williams-Renault. Son coéquipier Gerhard Berger est du même avis.
En juillet, les deux pilotes n'ayant pas vu le drapeau à damier pendant les 4 premières étapes s'expriment séparément dans des conférences de presse qui précèdent Hockenheim. Senna déclare qu'ils vont tester une nouvelle version du moteur Honda V12 en préparation du Grand Prix d'Allemagne. Son coéquipier est d'accord. Les voitures Williams ont toujours une longueur d'avance sur tout type de circuit. Senna insiste sur le fait que Honda doit accélérer son programme de développement de moteurs et exige des améliorations mécaniques avant qu'il ne soit trop tard. Ces modifications lui permettent de rattraper son retard en fin de saison avec 3 victoires à la suite desquelles il décroche le titre en 91. Quelques moments resteront gravés dans l'histoire. Comme au Grand Prix d'Espagne, quand Senna et Mansell se sont retrouvés roue à roue, séparés par seulement quelques centimètres à plus de 320 km/h en ligne droite. C'est Mansell qui gagne la course. En 92, la détermination absolue de Senna se manifeste dans sa colère devant l'incapacité de McLaren à rivaliser avec la FW14B de Williams. La nouvelle voiture de McLaren pour la saison possède quelques défauts. Le lancement du nouveau modèle a pris du retard et il ne fait ses débuts qu'à la 4e course de la saison. En plus d'une absence de suspension active, la nouvelle voiture a des problèmes de fiabilité et devient complètement imprévisible dans les virages. En plus, son moteur Honda V12 n'est plus le plus puissant sur le circuit. Et pendant que l'équipe Ferrari dévoile sa voiture en 92, pendant les tests à Maranello en Italie, l'équipe McLaren teste la sienne sur le circuit de Silverstone, en Angleterre. La même année, Senna remporte des victoires à Monaco, en Hongrie et en Italie, mais termine 4e au classement général derrière Mansell et Patrese de chez Williams et la star montante de Benetton, Michael Schumacher. Une rumeur circule dans le monde de la Formule 1. McLaren serait sur le point de perdre le soutien du constructeur Honda. Le manager de McLaren, Ron Dennis, déclare aux journalistes « Honda est notre partenaire et il se pourrait bien que ce partenariat dure encore longtemps. » Le lendemain, pour ajouter à une saison décevante pour l'équipe et pour Senna, Honda, qui jusque-là a fourni les moteurs de McLaren et de Williams dans 6 championnats consécutifs de Formule 1, décide de se retirer du sport fin 92. Le président de Honda précise que la décision, qui n'est pas une surprise, n'a aucun rapport avec les chutes des ventes de voitures. Nous avons décidé de suspendre nos activités liées aux courses de Formule 1 à la fin de cette saison, a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse. C'est un hasard si notre décision de nous retirer de la Formule 1 coïncide avec une période difficile pour les ventes. Nous avons pris notre décision en fonction de la Formule 1, ajoute-t-il quand on lui demande si sa décision est liée à la chute des ventes sur les marchés nationaux et internationaux. Le constructeur japonais affirme qu'après 10 saisons ininterrompues dans le sport, ils ont atteint leur but initial. Kawamoto ajoute que malgré tout, Honda ne tourne pas le dos au sport pour toujours. Honda a débuté les courses de Formule 1 en 1964, mais s'est retiré avant de revenir en 1983. 5 ans plus tard, il s'allie à McLaren. Quand Ayrton Senna rencontre le fondateur de Honda, Soichiro Honda, celui-ci promet de construire le moteur numéro 1. Honda gagne le titre de constructeur 6 années de suite, tandis qu'Ayrton Senna est sacré 3 fois champion du monde. Un porte-parole de l'entreprise déclare que Honda a prévu d'investir plus d'argent dans des causes environnementales. Pour compléter les mauvaises nouvelles chez McLaren, on raconte que leur pilote star, Ayrton Senna, pense à changer d'écurie. Ron Dennis espère qu'il choisira de rester chez McLaren. Je peux facilement comprendre qu'il sente qu'il gagnera plus facilement des courses dans une voiture Williams l'année prochaine, plutôt que dans une McLaren. Je le comprends. À la fin de 92, l'équipe McLaren n'est pas la seule à chercher un nouveau moteur, mais elle est consciente que son principal pilote cherche plus de challenge ailleurs. En intégrant le rookie Michael Andretti à l'équipe en décembre, McLaren entre dans la saison 93 avec une équipe constituée presque entièrement de nouveaux pilotes. Des experts estiment que ce champion américain d'IndyCar de 30 ans pourrait bien rivaliser en termes de vitesse avec Senna si le Brésilien décide de rester chez McLaren après une saison 92 désastreuse.
Je pense vraiment que c'est un des meilleurs pilotes de tous les temps. Ce n'est pas une hypothèse, mais il était aussi incroyablement rapide, incroyablement bon et dur à battre. En octobre, le triple champion du monde devient officiellement le nouveau pilote de l'équipe de Formule 1 de Williams-Renault. L'annonce tant attendue est faite par le chef d'équipe, Frank Williams, lors d'une conférence de presse tenue au quartier général de l'équipe à Didcot, au Royaume-Uni. Williams déclare alors qu'il a maintenant la meilleure équipe de pilotes de Formule 1 et qu'il entame la nouvelle saison confiant. Il annonce que Senna a signé un contrat pour 2 ans, mais refuse de parler des détails financiers. Et je suis très heureux. J'ai vraiment hâte de piloter pour Williams et aux côtés de Damon. Le Brésilien ne peut être présent à la conférence de presse. Il devrait remplacer Alain Prost, le champion du monde en titre, qui doit prendre sa retraite à la fin de la saison. Senna rejoint le pilote anglais Damon Hill à ce moment-là en seconde position du classement mondial. Il raconte aux journalistes qu'il se sent soulagé de faire partie de l'équipe une année de plus. Même s'il n'est pas sûr de vouloir piloter aux côtés de Senna, qu'il décrit comme un féroce compétiteur, il voit la situation comme le plus grand des challenges. Senna, qui à ce stade déjà a remporté 39 Grands Prix et 3 championnats du monde en 98, 90 et 91, revient à ses sources puisque sa première expérience en Formule 1 date de son test pour Williams-Ford en 1983. Il reste 2 circuits dans la saison de 93 et Senna termine sa carrière chez McLaren avec des victoires au Japon et en Australie et en arrivant second au classement mondial. Avant la fin de l'année, Senna reçoit 2 exclusions pour avoir frappé le pilote irlandais Eddie Irvine. Le président de la Fédération internationale automobile, Max Mosley, annonce la pénalité pendant une conférence de presse. Au vu de son attitude très positive pendant toute cette affaire, et puisqu'il y a eu d'importants éléments de provocation, sa pénalité sera suspendue pendant 6 mois. Senna a frappé Irvine au visage après le Grand Prix du Japon à Suzuka parce que l'Irlandais l'avait gêné à la fin de la course. Le Conseil international de la FIA a organisé une audience de 3 heures à Paris pendant laquelle Senna et Irvine ont pu s'exprimer. Le Conseil pense que l'attitude d'Eddie Irvine, selon ce qu'on a pu tirer des enregistrements et des transcriptions de la conversation qui a eu lieu dans les locaux de Jordan, a été provocante et déplacée. Irvine aurait dû adopter une attitude différente et ne pas répondre au ton agressif de Senna. Le Conseil a bien fait comprendre ce point à Irvine. Si Senna ne dérape pas pendant sa période probatoire, tout sera réglé. Williams a remporté les 2 derniers championnats du monde avec des voitures bien meilleures que celles des autres équipes. Et Senna est parti favori. Leur second pilote, Damon Hill, joue le rôle d'appui. J'ai hâte de... On a quelques tests à faire avant le début de la saison. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. À eux 3, Prost, Senna et Hill gagnent toutes les courses sauf une en 1993. C'est Michael Schumacher de chez Benetton qui décroche cette dernière victoire. Les tests d'avant-saison montrent que les voitures de Williams sont rapides mais difficiles à piloter. La FIA a interdit les aides au pilotage électronique, comme les systèmes de suspension active, les contrôles de la traction et d'assistance à la direction pour rendre le sport plus humain. En février, la voiture Williams qui doit disputer le championnat du monde de Formule 1 en 1994 est dévoilée pour la première fois au quartier général de l'équipe à Didcot. La FW16 de Williams-Renault est ensuite amenée à Silverstone où Ayrton Senna, le nouveau pilote de l'équipe, passe derrière le volant pour lui faire ses premiers tours sur le circuit du Grand Prix britannique.
L'embrayage est assez mou. Il est un peu spongieux. Comme s'il allait un peu trop loin. Vous voyez? La FW16 est la toute dernière création de l'équipe des designers de Williams, composée de Patrick Head et Adrian Newey. L'approche est entièrement nouvelle et révolutionne la voiture des ailerons jusqu'à l'ensemble mécanique. Conformément aux nouvelles régulations, le châssis est plus étroit que sur la voiture précédente, la FW15, et ses suspensions avant ont été redessinées pour convenir aux régulations passives, tandis que le réservoir a été adapté pour les ravitaillements. La suspension arrière est bien plus basse, ce qui permet d'avoir une carrosserie arrière elle-même plus proche du sol. Tout ceci est complété par un aileron. Début 94, la Williams n'est pas facile à manier, tout comme les pilotes l'ont également remarqué. Elle est très instable à l'arrière. Senna lui-même émet de nombreux commentaires prudents en disant que la FW16 de Williams possède quelques défauts mineurs qui ont besoin d'être corrigés. Il est évident que la FW16, après les changements dans la réglementation qui ont banni les suspensions actives et le contrôle de traction, n'a pas été d'une qualité équivalente à celle de ses ancêtres, la FW15C et la FW14B. La surprise des tests est amenée par le couple Schumacher-Benetton, dont la voiture est plus agile que la Williams, même si elle n'est pas aussi puissante. La première course de la saison a lieu au Brésil et Senna s'empare de la pole position. Pendant la course, Senna garde une avance très courte sur Schumacher au volant de sa Benetton qui le sert de très près. Schumacher reprend l'avantage en dépassant Senna au stand. Senna refuse de se contenter de la seconde place. En essayant de gagner, il pousse trop sa voiture et fait un tête-à-queue. La voiture est coincée et il se retire de la course. Dans la deuxième course, le Grand Prix du Pacifique à Aïda, Senna est encore une fois en pole position. Toutefois, Mika Häkkinen rentre dans sa voiture au premier virage et plus tard, Nicola Larini, au volant de sa Ferrari, percute la Williams de Senna, mettant ainsi fin à sa course. Il termine second alors que c'est une deuxième victoire pour Schumacher. C'est le pire début de saison pour Senna depuis ses débuts. Il ne parvient pas à finir une course ou à marquer des points sur les deux premiers circuits, même s'il s'est qualifié pour la pole position. Schumacher est en tête du classement avec une avance de 20 points. Luca Di Montezemolo a déclaré que le mardi qui a précédé la course d'Imola, Senna est venu le voir en félicitant Ferrari pour sa bataille contre l'électronique en Formule 1. Senna aurait aussi dit à Montezemolo qu'il aimerait terminer sa carrière chez Ferrari. Au troisième circuit de la saison, le Grand Prix de Saint-Marin à Imola, Senna déclare que c'est ici que commence sa saison. Il lui reste 14 courses sur 16 pour décrocher le titre. Senna se place encore une fois en pole position, mais deux événements en particulier le perturbent dans la compétition. Le vendredi précédent, lors des sessions de qualification, son protégé, le nouveau venu de la Formule 1 Rubens Barrichello, est blessé dans un grave accident qui l'empêche de poursuivre la compétition. Le jour suivant, un pilote autrichien, Roland Ratzenberger, se tue dans un accident lors d'un entraînement. Senna a passé la matinée à rencontrer des autres pilotes dans le but de lancer, à la suite de l'accident de Ratzenberger, une nouvelle version du GPDA, ou Grand Prix Drivers Association, pour augmenter la sécurité sur les circuits de Formule 1. En tant que pilote expérimenté, il propose de devenir le leader de cette organisation. Senna et les autres pilotes ont tous choisi de commencer au Grand Prix, mais la course est interrompue par un énorme accident sur la ligne de départ. Une voiture de sécurité est déployée et les pilotes la suivent pendant plusieurs tours. Au moment du vrai départ, Senna part à toute vitesse et réalise le troisième meilleur temps au tour du circuit, suivi de près par Schumacher. Quand Senna entre dans le Tamburello, la voiture quitte la piste et frappe le mur d'enceinte en béton à près de 215 km/h. La course est immédiatement interrompue et le Brésilien de 34 ans est transporté par hélicoptère jusqu'à l'hôpital Maggiore de Bologne. En examinant l'épave de sa voiture, les représentants officiels du circuit découvrent un petit drapeau autrichien. Un drapeau de victoire que Senna s'apprêtait à brandir en l'honneur du pilote autrichien Roland Ratzenberger, mort sur le circuit la veille.
Certains des circuits ont été conçus il y a 15 ou 20 ans. Ces circuits, à mon sens, ont été conçus pour une vitesse bien trop élevée dans les virages. Quant à une voiture de course, la dynamique des accidents à de telles vitesses, entre 290 et 320 km/h, est vraiment trop difficile à contrôler et à contenir. Il est évident que les pilotes ont tous exprimé pendant des années certaines inquiétudes. Je pense que l'opinion d'Ayrton à ce sujet, et ce qu'il a dit à Frank et à d'autres ces dernières semaines et ces derniers mois, va être entendue dans l'enquête qui va être réalisée ces prochains jours. La mort de Senna a choqué le monde. Au Brésil, où il est adoré par des milliers de personnes, le président Itamar Franco décrète 3 jours de deuil national pour l'homme qui était le héros de la patrie. On revenait tout juste du Brésil. Il faut vraiment aller au Brésil pour se rendre compte de ce qu'Ayrton Senna représentait pour son pays. Il était un grand héros pour son peuple, mais aussi une personnalité extraordinaire. Je n'ai été son coéquipier que pendant une courte durée et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le connaître ou pour devenir assez proche pour pouvoir dire comment il était. Mais en tout cas, c'était un pilote exceptionnellement doué et déterminé. Un pilote vraiment extraordinaire et une personne extraordinaire. On ne peut pas vraiment en parler en 5 minutes. Il faudrait 1 heure pour l'expliquer. Pour de nombreux fans brésiliens, la mort de Senna est une tragédie nationale. Ils sont 1 million à défiler dans les rues pour lui rendre hommage. La plupart du monde de la Formule 1 est présent à ses funérailles, dont son plus féroce rival, Alain Prost, qui fait également partie du cortège funèbre. Les gens viennent ici. C'est le siège de l'équipe et de nombreuses personnes viennent ici ou nous appellent pour nous dire « Je n'arrive pas à y croire ». C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et je me sens impuissante. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire. C'était un des meilleurs pilotes de son époque. Senna avait un don. Il s'est toujours donné à fond pour l'équipe et nous lui avons rendu. Il adorait la course automobile et il a partagé sa passion avec chacun d'entre nous ici même à Didcot. En perdant Senna, nous avons perdu un des meilleurs pilotes de course de tous les temps et sûrement le meilleur pilote de sa génération. Aujourd'hui, il est très dur de comprendre ce qu'il s'est passé ou l'impact qu'aura été cet événement sur le monde du sport automobile. Pour comprendre l'adulation qu'il a inspirée auprès de ses fans, il suffit de revenir sur la scène qui a eu lieu au siège de Honda à Tokyo, où les voitures de McLaren étaient généralement entreposées après chaque course. Après sa mort, on a déposé tellement de fleurs que celles-ci ont rempli tout le hall d'exposition. Et ce, malgré le fait que Ayrton Senna ne faisait plus partie de l'équipe McLaren et que McLaren n'utilisait déjà plus de moteur Honda dans les saisons précédentes. Senna avait développé une relation privilégiée avec le fondateur de Honda, Soichiro Honda. Il était tellement adoré au Japon qu'il avait presque obtenu le statut de héros mythique. Dans son pays natal, la principale autoroute qui relie l'aéroport international à Sao Paulo, ainsi qu'un tunnel sur la route du centre-ville, ont été nommés en son honneur. Senna est enterré au cimetière de Morumbi, dans sa ville natale de Sao Paulo. Pour nous, il n'était pas juste une idole, il était bien plus que ça. Il suffisait de le regarder pour savoir qu'il avait quelque chose de bien plus fort en lui. Je crois qu'Ayrton est encore un symbole important pour nous. Je pense que son histoire, sa façon d'être et ses valeurs sont encore très présentes. Cela fait 10 ans qu'il est mort. Et je crois qu'il est important de lui rendre hommage pour nous rappeler de tout ce qu'il nous a apporté.
C'est une célébration et un hommage à quelqu'un qui a été bien plus qu'un champion de Formule 1. Il a été un exemple de détermination, de désir, de persévérance, qui ont fait de lui un vainqueur sur le circuit, mais aussi en dehors du circuit. Pour la course suivante à Monaco, la FIA a décidé de laisser vides les 2 premières positions sur la ligne de départ et les a peintes aux couleurs du drapeau brésilien et du drapeau autrichien pour rendre hommage à Senna et à Ratzenberger. En parfaite opposition avec l'extrême détermination de Senna sur le circuit pour s'emparer de la victoire, il faisait preuve d'une extraordinaire humanité et de beaucoup de compassion hors du circuit. Il était connu pour sa grande amitié avec Gerhard Berger, et les 2 hommes s'amusaient régulièrement à se faire des farces. La carrière de Senna a compté 3 victoires sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola en 1988, 89 et 91. Il est devenu champion du monde de Formule 1 pour la première fois en 1988, après avoir gagné 8 courses sur 16, un record en une seule saison lorsqu'il pilotait pour McLaren. Senna a remporté le championnat du monde 2 fois de plus en 90 et 91, faisant de lui le plus jeune pilote de tous les temps à être sacré triple champion du monde. À la fin de sa première année, lorsqu'il a abandonné McLaren pour rejoindre Williams, il avait déjà gagné 41 Grands Prix sur 161 départs. Pour de nombreux fans et collègues, il restera l'un des plus grands champions de Formule 1 de tous les temps.